Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à un épisode spécial aujourd'hui pour le mois de mai. L'épisode du mois est un épisode où je prends le micro seul car c'est le mois de la physiothérapie durant le mois de mai. Et ça fait longtemps que j'avais en tête de faire potentiellement un épisode spécial pour partager mon avis sur un sujet d'actualité ou un sujet chaud dans le milieu de la physiothérapie, dans le monde des blessures et des douleurs, mais aussi vous partager la somme des évidences scientifiques sur le sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler des injections au genou. Donc, pour l'occasion du mois de la physio, j'essaie de vous donner accès à pas mal tout ce que je sais sur les injections au genou. Donc, on va parler d'injections de cortisone, on va parler d'injections de PRP, principalement ces deux-là, car ce sont les deux plus populaires. Mais on va aussi parler des cellules souches, de viscosuppléance, donc les fameux produits qu'on peut injecter au niveau du genou, et même de prolothérapie. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet épisode spécial avec tout ce que vous devez savoir sur les injections au genou, ou du moins tout ce que moi je sais sur les injections au genou. Bonne écoute! Alors, c'est parti pour l'épisode sur les injections au genou. Donc, comme je disais, c'est le mois de la physio. Pour l'occasion, j'essaie de vous donner accès à mon cerveau, en fait, à toutes les connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure de ma pratique sur les injections au genou. On pourrait faire ça pour plusieurs sujets. Mais les injections au genou, c'est un sujet qui est tout le temps passionnant à aborder et disons que ça bouscule souvent les croyances quand on parle de ce sujet-là. Donc, on va parler, comme je disais en introduction, d'injection de cortisone, de PRP, cellules souches, de viscosuppléance, d'acide hyaluronique et de prolothérapie, qui sont les injections, disons, les plus communes. Assurément, la cortisone et le PRP tombent en haut de la liste. Je dirais que les injections de cortisone, plus particulièrement, tombent en haut de la liste. Donc, pour cet épisode-ci, on va aborder les études sur le sujet, évidemment, parce que vous connaissez ma ligne de conduite par rapport à se prononcer sur des sujets comme ça part de la littérature scientifique, mais je vais aussi vous partager un peu mon point de vue de clinicien, comment moi je vois ça dans mon rôle de physiothérapeute à accompagner des gens qui vivent avec des douleurs ou des blessures. Donc, mise en contexte, quand j'ai préparé, en fait, en vue de la préparation d'un cours où j'enseignais à des résidents en médecine au début de l'année 2025, j'ai lu une trentaine de revues systématiques et méta-analyses sur le sujet, spécifiquement des injections au genou, dans le contexte d'arthrose au genou. OK? Parce que les injections de cortisone, ou en fait les injections au genou, ce qu'il faut savoir, c'est que sont principalement indiquées ou utilisées dans les contextes d'arthrose au genou, qui amène des symptômes et des limitations au niveau des capacités physiques des gens. Donc, comme la littérature est principalement concentrée à établir les effets ou, disons, les résultats des injections sur l'arthrose du genou, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on va en parler. Donc, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire une revue de littérature sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet, disons, qui est... bref, moi, on m'en parle à chaque semaine, à peu près en clinique. Que penses-tu de mon médecin qui me recommande cette injection-là? Ou pas nécessairement le médecin qui le recommande. Les gens, ils font des recherches sur Internet. Et bref, dans le cadre du mois de la physio, je veux aussi mettre de l'avant le rôle important qu'un physiothérapeute qui connaît bien les évidences scientifiques sur un sujet peut avoir pour accompagner une personne dans sa prise de décision éclairée pour ses choix de traitement. Donc, quelques considérations à prendre avant que je me lance dans le vif du sujet. J'ai fait la revue de littérature en décembre 2024. Donc, les études qui sont sorties depuis le début de l'année 2025, je ne les ai pas lues et j'enregistre cet épisode-ci, on est le 14 avril 2025. Donc, comme j'ai dit, je vais parler des injections pour une population ayant de l'arthrose au genou. Donc, la revue visait cette population-là. Et je veux insister sur le fait que moi, je ne suis pas un expert sur l'aspect médicamenteux des injections. Donc, tu sais, les ingrédients, les composantes des injections, mon expertise n'est pas là. Mon expertise n'est pas non plus sur les techniques d'injection, les procédures d'injection, l'endroit qu'on devrait injecter. Donc, moi, mon expertise, elle n'est pas là-dessus. Donc, moi, je ne me prononce pas par rapport à ces enjeux-là. Moi, mon expertise, elle est sur le fait que moi, je suis physiothérapeute.
Ma job, c'est d'aider des gens qui ont des douleurs, des incapacités, des limitations de la fonction et de la qualité de vie. Donc, je suis devenu avec le temps assez pas pire pour interpréter la littérature sur le sujet pour répondre aux besoins des patients et des patientes qui me consultent. C'est-à-dire, quel est l'état des études, à savoir les effets sur la douleur, les effets sur l'amélioration du fonctionnement, de la qualité de vie, du retour à l'activité physique. Donc, ça, c'est le type de outcome, donc de mesure d'évaluation qui m'intéresse. Donc, j'interprète la littérature avec un œil de clinicien et je vais toujours considérer aussi l'analyse au niveau des coûts versus bénéfices et des risques versus bénéfices. Donc, voilà un peu la mise en contexte dans laquelle je fais cet épisode-là. Et à savoir que tout ce que je dis aujourd'hui, c'est évidemment au meilleur de mes connaissances en date d'aujourd'hui. Donc, c'est appelé à potentiellement changer selon l'évolution de la littérature. Moi, ma philosophie dans mon métier, c'est que je suis ouvert à changer d'avis sur absolument tout en présence de bonnes raisons et de bonnes preuves pour le faire. Donc, évidemment, l'élément qui pèse le plus dans la balance pour moi, ce sont la somme des évidences scientifiques et mélanger à ça mon expertise, mon expérience accumulée avec les années comme clinicien. Donc, pourquoi j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui? Il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'on fait trop d'injections en moyenne. Okay? De façon générale, on peut dire qu'on a assez de données pour avancer qu'on fait trop d'injections. Et le problème, c'est que ça amène ce que moi je considère appeler un coût de renonciation. Donc, un coût de renonciation à un traitement, c'est quoi? C'est que pendant que tu reçois un traitement, par exemple l'injection, qui a le potentiel d'être inutile, si les études nous disent que c'est le cas, la personne se prive d'un meilleur traitement qui est disponible. Okay? C'est un peu comme un concept en finance. Si tu mets ton argent pour acheter un café latte à 5 tu te prives de, dans le futur, qu'est-ce que ce 5 $-là pourrait t'amener potentiellement ou est-ce que ce 5 $-là pourrait être investi à un meilleur endroit. Donc, je vais vous donner un exemple de pourquoi, en fait, de preuves pour lesquelles on fait trop d'injections. Puis ce ne sera pas un exemple pour le genou, parce que je veux parler d'une étude qui est récente, qui a été faite au Québec, parce qu'on veut parler du contexte québécois. Donc, quand on prend les tendinopathies à l'épaule, les fameuses tendinites, les bursites à l'épaule, donc l'ensemble de ces pathologies-là, Véronique Laurie, qui est une professeure à l'Université de Montréal, physiothérapeute, a publié une étude en 2023 dans le journal BMC Primary Care. C'est une étude au Québec qui visait à évaluer les connaissances et le choix des traitements des médecins de famille et des physiothérapeutes sur les douleurs à l'épaule. Okay? Puis juste pour parler des injections, il y avait 26% des médecins de famille qui recommandaient une injection de cortisone en première intention pour le traitement de la tendinopathie à l'épaule, alors que les guides de pratique et la littérature sont assez clairs sur le sujet pour nous dire que ce n'est pas recommandé selon les meilleures pratiques. Okay? Donc, si vous êtes curieux, les physiothérapeutes, on était 2% à recommander ce type d'intervention-là. Donc, c'est juste un exemple pour illustrer que même à l'extérieur du genou, donc quand on parle de soins de santé, d'intervention en douleur musculo-squelettique, en moyenne, il y a encore des traitements qu'on fait qui ne sont pas recommandés ou qui ne sont pas les traitements optimaux. Okay? Puis il y a plusieurs raisons à ça, je vais en parler aussi à travers l'épisode. Le but n'est pas de pointer du doigt ni les médecins, ni les physios, ni peu importe qui est impliqué, c'est juste pour faire un peu l'état des connaissances. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je veux parler de ce sujet-là, c'est qu'on en fait trop et ça amène un coût de renonciation pour que le patient puisse bénéficier probablement d'une meilleure approche. Deuxièmement, les connaissances qui concernent la vraie efficacité des injections au genou sont méconnues autant dans le grand public, autant chez les médecins en moyenne et autant chez les physios en moyenne. Et tu sais, même chez les médecins qui injectent dans des genoux, peu importe que ce soit de la cortisone ou autre. Donc, l'état des connaissances avance très rapidement. Tu sais, je vous l'ai dit en introduction, moi j'ai lu 30 méta-analyses et revues systématiques sur le sujet pour faire mon cours et donc vous un peu détailler l'épisode d'aujourd'hui. Et ces revues systématiques et méta-analyses étaient à peu près tous faites dans les 5 à 10 dernières années. Donc, il y a vraiment beaucoup d'études sur le sujet. C'est difficile de se tenir à jour. La troisième raison, qui est probablement la raison la plus forte, mais qui découle des 2 premières raisons, c'est que dans les cas d'injection, pour les douleurs musculo-squelettiques,
je trouve que le principe du consentement libre et éclairé est souvent bafoué. Et c'est surtout la partie éclairée. Donc, quand on parle d'un consentement qui est libre, c'est que les gens sont réellement libres de choisir. OK? Ils ne sont pas forcés par une coercition quelconque. Les gens ont vraiment le choix. Mais quand on parle de la partie et le consentement libre est rarement, disons, atteint dans un cas d'injection, OK, pour des douleurs. Mais quand on parle de consentement éclairé, éclairé, ça veut dire que la personne a réellement toutes les bonnes informations, les réelles informations pour prendre une décision qui est juste. Donc, quand on n'a pas la chance d'avoir accès aux réelles données, à l'état des connaissances sur les réelles efficacités de ces injections-là, mais surtout sur les réels potentiels risques et le ratio entre les risques et les bénéfices, surtout avec certains types d'injections qui impliquent un coût parce que ce n'est pas couvert par la RAMQ ici au Québec. OK? Donc, c'est de ça dont je parle quand je parle de consentement éclairé. C'est que souvent la somme de ces éléments-là n'est pas assez présente pour permettre à la personne de réellement prendre une décision en toute connaissance de cause. Donc, moi, mon but, c'est d'outiller les professionnels de la santé à avoir plus d'informations à jour et adéquates pour mieux éclairer les décisions de leurs patients, mais aussi de redonner du pouvoir aux personnes du grand public qui ont potentiellement à se faire proposer des injections pour être capable de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Alors, on se lance dans le vif du sujet et je vais commencer avec les injections de cortisone. C'est probablement ce type d'injection où il y a le plus de choses à dire. Je veux juste faire une petite mise en garde avant parce que je sais que dans l'épisode d'aujourd'hui, pour les gens qui écoutent, peu importe que vous soyez du grand public ou professionnel de la santé, je sais que vos croyances sur le sujet vont être bousculées, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre l'épisode et qui vont dire « Ah bon, cette personne-là, ce physio n'y connaît rien. Mon oncle a eu une injection de cortisone et ça l'a guéri. » Donc, je veux juste mettre en contexte que ce genre de discours-là, en fait, c'est pas les anecdotes de famille qu'on veut identifier pour déterminer ce qu'on fait pour traiter la population. Donc ça, c'est des anecdotes et ça fait partie de la vie. Et comme clinicien, ça va m'arriver de les recevoir, ces anecdotes-là, et on ne les ignore pas parce qu'il y a réellement des gens qui bénéficient des injections, OK? Moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire un résumé sur l'état de la littérature par rapport à quelle est la réponse moyenne des gens pour savoir est-ce qu'en moyenne, on peut faire ce type de recommandation-là par rapport au traitement. Et pour être capable de statuer sur cette question-là, on doit d'abord et avant tout se fier sur la somme des évidences. Donc, pensez vraiment pas que c'est un épisode basé sur mon opinion. Moi, pour vrai, j'ai assez peu d'intérêt ou d'opinion envers les injections. Moi, je m'en fous un peu de ce qu'on fait ou non avec les injections dans la mesure où c'est vraiment l'interprétation de la science qui m'intéresse et de mettre ça en contexte avec ma pratique clinique. Donc, moi, j'aime analyser, j'aime critiquer les pratiques pour mieux informer les gens et ça part par qu'est-ce que la science nous dit sur le sujet actuellement. Et d'ailleurs, la liste complète de toutes les références que j'utilise pour l'épisode d'aujourd'hui, ça me ferait grand plaisir de la rendre disponible si les gens veulent la lire, m'écrire. Je l'ai dans mon ordinateur, c'est juste que si je la mets en description d'épisode, ça va ça va être trop long parce qu'il y a au moins une trentaine d'études. Mais bref, si vous êtes curieux de lire sur le sujet, vous voulez savoir quelles études j'utilise pour faire l'épisode d'aujourd'hui, écrivez-moi. Alors, on parle des injections de cortisone en premier. Donc, premièrement, la cortisone, c'est quoi, là? Je ne vais pas faire un détail de qu'est-ce que c'est parce que ce n'est pas mon expertise, mais en somme, c'est de la médication qui est anti-inflammatoire. OK? En général, on va plutôt parler d'injection de corticostéroïdes dans la littérature parce que la cortisone est une des possibilités de médicaments dans la catégorie des corticostéroïdes. OK? Donc, on devrait être un peu plus précis et parler d'injection de corticostéroïdes. Donc, cette fameuse injection de cortisone, moi, je vous dirais, dans la revue de littérature que j'ai faite sur la trentaine d'études, il y en a environ, au moins, je vous dirais, une quinzaine de ces études-là qui étaient uniquement sur les injections de cortisone. Donc, ça veut dire qu'au moins la moitié des études que j'ai lues étaient sur le sujet. Donc, c'est quoi le résumé de l'état de la littérature sur l'efficacité des injections de cortisone dans un contexte d'arthrose au genou qui amène des symptômes? OK?
Il y a 3 faits saillants en résumé, puis ensuite, je vais aller un peu plus dans le détail par rapport à chacun des points. Donc, premièrement, c'est qu'une injection de cortisone dans un genou qui a de l'arthrose avec de la douleur, etc., ça a un effet qui est à peine mieux qu'un effet placebo pendant moins de 6 semaines. OK? Donc, ça veut dire que la durée de l'effet qui est démontrée, c'est moins de 6 semaines. Donc, après 6 semaines, on a de la difficulté à démontrer un effet, même avec des injections répétées. Et ce qui est assez clair, qui fait consensus, c'est que passé 6 mois, il n'y a aucun effet par rapport à une injection placebo. Et même que là, je vous dirais qu'il y avait pas consensus dans l'ensemble des études, mais je vous dirais qu'une majorité des méta-analyses avançaient que passé 6 semaines, il n'y avait pas d'effet. Donc, la seule certitude par rapport à l'effet réel, c'est moins de 6 semaines. Et rappelons-nous que c'est à peine un effet qui est mieux que si on faisait une injection placebo. Ça, je vais y revenir, vous allez comprendre le détail de ça. Donc, ça, c'était le premier point, en fait, et le deuxième point par rapport qu'on n'a pas d'effet après 6 mois. Et le troisième fait saillant, c'est que peu importe l'étude ou les méta-analyses sur le sujet, 24 mois après avoir reçu les injections, les gens sont pires que s'ils consultent en physio ou s'ils reçoivent une autre injection en titre comparatif. Donc, peu importe les autres types d'injections, par exemple, celle dont je vais parler plus tard. OK? Et ça, on parle de données autant pour la douleur que le niveau de fonctionnement. Donc, comment on interprète ça? La façon d'interpréter ça, c'est que si on prend une personne, on l'envoie en physio. On prend une personne, on l'envoie en injection de cortisone et une autre personne et on lui donne n'importe quel autre type d'injection. En moyenne, après 2 ans, au niveau de la douleur et du fonctionnement, la personne qui a reçu de l'injection de cortisone sera pire que les 2 autres. OK? Donc maintenant, qu'est-ce que disent les guides de pratique? Un des guides de pratique qui a probablement le plus de poids ou qui dicte beaucoup, c'est les guides de pratique de l'American Association of Orthopedic Surgeons, donc AAOS, et leur dernier guide de pratique sur les injections au niveau des injections de corticostéroïdes pour l'arthrose du genou. La 3e édition de ce guide-là date de 2021. Et leur conclusion, mettons leur phrase générique, c'est que les injections peuvent amener un soulagement court terme pour certains patients avec de l'arthrose symptomatique. Okay? Puis la force des recommandations, elle est modérée. Donc, recommandation modérée, ça demeure un niveau de recommandation très intéressant pour, disons, parler de la solidité de la science qui est derrière le sujet. Okay? Donc, on s'entend, on est dans pourrait amener un soulagement. Donc, c'est vraiment pas clair que ça amène un soulagement en moyenne. Et ce qui est clair, c'est que c'est un soulagement à court terme. Donc, je veux revenir à l'idée de la différence entre l'injection placebo et la réelle injection. OK? Il y a 10 ans, le groupe Cochrane, qui est un groupe qui fait des revues systématiques extrêmement rigoureuses sur des sujets, avait déjà fait des conclusions là-dessus. OK? Donc ça, c'est une revue systématique en 2015 de Cochrane. Il n'y a pas eu de mise à jour encore de cette revue systématique-là. C'est celle qui avait été menée par l'auteur principal, Youni. Et ce qu'on avait démontré, c'est que quand on reçoit une injection de cortisone, on va avoir une diminution de la douleur de 3 sur 10. Donc, si on était à 6, on va passer à 3 sur 10. Ce qui est intéressant. Cliniquement, là, c'est un effet très intéressant. Pour les gens qui reçoivent l'injection placebo, en moyenne, la réduction de la douleur va être de 2 sur 10. Donc, les gens vont passer de 6 sur 10 à 4 sur 10. Donc, quand on s'intéresse à savoir quelle est la réelle différence, le réel impact du médicament, on va analyser la différence entre les deux chiffres et on a une différence de 1 sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cortisone en soi injectée par rapport à une injection placebo, elle n'a seulement que 1 sur 10 sur la douleur de différence ou de plus-value. Et ça, cliniquement, comme différence, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est pas significatif. OK? Dans les études, ça nous intéresse parce qu'on voit qu'il y a un certain effet, mais ce n'est pas un effet qu'on est capable de dire avec confiance qui est vraiment intéressant et donc que ça vaut la peine d'avoir l'injection.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'emblée, quand on met une aiguille dans un genou, on a un effet placebo qui est assez fort. Dans ce cas-ci, qui est responsable de 2 sur 3 de la réduction de la douleur. Donc, le 2 tiers de la réduction de la douleur est dû à l'effet placebo, OK, pour les injections de cortisone. Et dans cette revue systématique-là, ce qui était vraiment intéressant et qui continue d'aller de l'avant avec un des points saillants, c'est que 2 ans après l'injection, les gens qui ont reçu l'injection placebo sont mieux en moyenne que les gens qui ont reçu l'injection de cortisone. OK? Ensuite, quand on parle d'injection répétée, donc là, je sors de la revue systématique, je reviens un peu dans le résumé de l'état des connaissances. Donc, les injections répétées, donc les gens qui pourraient avoir une 2e, une 3e, une 4e injection, c'est pas mieux qu'une seule injection. Et même dans certains contextes, les auteurs avancent que ça peut parfois être pire. OK? Donc, ça, c'est quand même notable à considérer. Et une des études que je trouve qui est le plus importante sur le sujet, c'est une étude de Hirsch en 2013 qui avait tenté d'identifier est-ce qu'on est capable de trouver des facteurs identifiables chez nos patients qui permettent de prédire que ces patients-là seront des répondants au traitement. OK? Puis ça, on aime ça dans la science, dans les études, en physiothérapie, d'identifier ce qu'on appelle des caractéristiques pour trouver des responders ou des répondants à une intervention. Parce que quand on évalue cliniquement ces gens-là, si on est capable d'établir les 3 caractéristiques clés, par exemple, bien, on est capable d'augmenter notre confiance que l'intervention va fonctionner. OK? Puis ça, on peut avoir ça pour tout type d'intervention. Donc, l'étude de 2013 de Hirsch n'ont pas été capables d'identifier aucun facteur pour prédire la réponse au traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un patient qui est devant nous et on se pose la question, ce patient-là peut-il être un bon candidat pour bénéficier d'une injection de cortisone pour son arthrose au genou? Mais scientifiquement, à ce jour, on n'a pas été capable d'identifier les critères qui nous permettent de les identifier. Donc, on n'a aucune façon de le savoir concrètement. Donc ça devient un peu préoccupant parce que ça peut être un peu un effet de pile ou face, à savoir, bien, on peut, entre guillemets, essayer et voir qu'est-ce que ça donne. Mais dans un monde idéal, quand on fait des soins pour la douleur musculo-squelettique, on aimerait avoir un niveau de certitude assez élevé que les gens vont bien réagir et avoir des bénéfices. Simplement à titre comparatif, la science sur l'activité physique et les exercices thérapeutiques pour l'arthrose du genou, elle est beaucoup plus solide, à savoir qu'on est capable, avec une plus grande force, de prédire qui va répondre à l'activité physique et à une amélioration, par exemple, des habitudes de vie en lien avec l'activité physique. OK? Moi, comme clinicien, pour progressivement terminer sur les injections de cortisone, les études qui m'intéressent le plus quand on a ce type d'injection, ou peu importe le type d'injection, c'est vraiment de savoir, pas nécessairement, est-ce que l'injection de cortisone tout seul, elle est efficace? Parce que on sait en douleur musculo-squelettique que la majorité des interventions médicamenteuses, de façon seule, ne sont pas vraiment, comment dire, c'est pas intéressant en monothérapie. OK? Donc, en traitement seul, en général, c'est pas super intéressant. Et on va avoir tendance à combiner les interventions. Donc, à ce moment-là, un des arguments qui va être rapporté souvent, c'est oui, mais si on fait une injection de cortisone, les gens, après ça, ont moins de douleur, sont plus capables de s'investir dans un programme de réadaptation en physiothérapie, par exemple, et ça va améliorer leurs conditions. Ça va accélérer leurs conditions. Et ça, c'est l'argument le plus intéressant parce que moi, c'est ça qui m'intéresse réellement. Donc, c'est la bonne question à se poser. Donc, il y a un essai clinique randomisé qui a vérifié, en fait, qui a tenté de répondre à cette question-là. Donc, j'ai essayé de voir si ça avait été répliqué dans le temps, mais je n'ai pas trouvé si des études avaient été répliquées à savoir. Donc là, je vous donne les résultats d'une étude, mais c'est un essai clinique randomisé de bonne qualité. Donc ça, c'est publié en 2015 par Erickson, qui est l'auteur principal, dans le journal JAMA. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 100 patients et ils les ont randomisés en 2 groupes. Donc, la moitié des patients recevaient une injection et ensuite allaient s'investir dans un programme de physiothérapie. Et le deuxième groupe recevait une injection placebo
et ensuite s'investissaient dans un programme en physiothérapie. Et la raison pour laquelle ça, c'est la méthodologie de choix, c'est qu'on sait que l'injection a un effet placebo. Donc, si on avait eu un seul groupe, si le deuxième groupe avait seulement été physiothérapie sans l'injection placebo et qu'on avait trouvé un effet bénéfique dans le groupe avec l'injection, ensuite, il aurait fallu refaire l'étude pour vérifier si cette étude-là, si cet effet-là était réellement dû au médicament ou simplement au fait d'avoir reçu un traitement de plus comme l'injection. Donc, c'est une excellente méthodologie pour identifier la réponse à notre question. Donc, premier groupe, injection et physio. Deuxième groupe, injection placebo et physio. La conclusion, après 14 semaines de physiothérapie avec un programme et qui ont cessé le programme de physiothérapie après 14 semaines, ils ont mesuré et ils ont fait un suivi jusqu'à 6 mois. Et ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait aucune différence cliniquement significative sur la douleur entre les groupes. Et on avait à tous les temps de mesure aucune différence sur le niveau de fonctionnement et même aucune différence sur l'inflammation mesurée au niveau du genou. OK? Juste pour vous donner une idée, et c'est pour ça qu'il faut des fois se méfier quand on lit des études qui disent qu'il y a un effet statistiquement significatif, c'est qu'il y a une différence statistiquement significative qui a été mesurée entre les deux groupes. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a réellement le groupe injection, la vraie injection, c'est réellement plus amélioré que l'autre groupe. Ceci dit, la deuxième question, c'est à quel point ils se sont améliorés. Et quand on regarde, la différence, elle était de 0,12 sur 10 entre le groupe injection et le groupe injection placebo sur la douleur. OK? Donc, je vous ai dit tantôt qu'une différence de 1 sur 10, ce n'était pas cliniquement important. Donc, vous voyez bien qu'une différence de 0,12 sur 10, on est très, 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 très loin d'avoir un effet intéressant. OK? Donc, voilà. Donc, ça répond à la question avec cet essai clinique randomisé. Est-ce que si on est en programme de physiothérapie et qu'on reçoit une injection de cortisone, est-ce qu'on a une plus-value? La réponse, à la lumière de cette étude-là, c'est non. Ceci dit, l'étude date de 2015, donc je serais intéressé de voir dans les dernières années. Je n'ai pas réussi à trouver si elle avait été répliquée en soi ou de peut-être avoir quelques études pour pouvoir les mettre ensemble dans une méta-analyse sur le sujet. Dernier point sur les injections de cortisone. Quels sont les risques? C'est la question qui nous intéresse. On veut analyser le ratio entre les risques et les bénéfices. Je ne vais pas m'avancer de façon très, très ferme sur le sujet parce que je vous disais que la science sur le sujet, elle manque encore de clarification pour comprendre l'impact réel à long terme ou même à moyen terme d'avoir reçu des injections dans le genou. Par contre, on a une étude longitudinale qui a suivi des patients pendant longtemps, donc 3800 patients, qui a été publiée en 2020. Ça, c'est l'étude de Wynn dans Bone and Joint Journal. Et ce qu'on voit, c'est que la cohorte qui avait reçu des injections de cortisone avait un risque augmenté d'avoir recours éventuellement à l'arthroplastie du genou. Donc, par exemple, la fameuse prothèse du genou, donc le remplacement de genou. Et chaque injection reçue augmentait de 9,4 le risque, 9 ans plus tard, d'avoir recours à ce type de chirurgie versus la cohorte qui n'avait pas reçu d'injection. OK? Donc là, on s'entend que c'est un risque relatif. Donc, c'est le risque entre le groupe qui a reçu l'injection et le groupe qui n'a pas reçu l'injection. Donc, pour avoir une meilleure état des connaissances, il faudrait regarder c'est quoi le risque absolu. Donc, combien de personnes de plus ont dû avoir recours à cette chirurgie-là. OK? Juste parce que les chiffres, on peut faire parler dans tous les sens et des fois, ce n'est pas autant significatif que ça peut avoir l'air. Mais bref, je ne l'ai pas ici dans ce contexte-ci. Mais c'est quand même une étude qui a beaucoup de patients, qui peut donner du poids pour comprendre un peu l'état des connaissances. Et quand je regardais les méta-analyses sur les risques et bénéfices, il y a beaucoup, beaucoup de méta-analyses, en fait la majorité, qui mentionnent clairement l'absence des bénéfices à long terme, qui est démontrée avec la somme de ce que je viens de vous dire d'entrée de jeu, sachant que les effets sont seulement à court terme. Et ces méta-analyses-là sur les risques-bénéfices parlent des effets potentiels négatifs au niveau du dommage que ça peut causer sur le cartilage. Okay? Ceci dit, la science sur le sujet, elle est fragile de mon interprétation de la chose. Donc, l'effet semble être varié entre les personnes. Il y a beaucoup d'études, surtout sur les animaux, qui ont été faites par rapport à ça, mais les études faites sur les humains sont quand même
capable de conclure que les usages de ce type d'injection-là devraient être limités en raison de l'incertitude sur les risques-bénéfices à long terme. Voilà, donc ça, c'est le tour d'horizon sur les injections de cortisone. Maintenant, parlons du PRP. Donc, les injections de PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. OK? Donc, PRP, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est qu'on va utiliser le sang de la personne qu'on va mettre dans une centrifugeuse pour y concentrer le produit le plus intéressant dans le sang pour favoriser la guérison des tissus, qui sont les plaquettes. D'où le terme plasma riche en plaquettes. Et les plaquettes sont riches en facteurs de croissance et en propriétés de guérison. Donc, la théorie, elle vise à créer ou favoriser un environnement en injectant ça dans le genou pour favoriser la régénération des structures. OK? Donc, améliorer spécifiquement la qualité des tissus. Que si on fait, par exemple, un IRM ou un rayon X, on serait capable de voir que l'usure, entre guillemets, du genou serait améliorée. OK? Donc, ça, c'est la théorie. Et c'est plausible scientifiquement parce qu'on a plusieurs études sur le sujet, beaucoup dans le milieu animal, que ça a réellement un effet sur les structures. Ça a un effet régénérateur sur les structures. On l'a aussi dans certaines études chez les humains. OK? Mais voici les gros problèmes que je vois avec l'idée même de ce type d'injection-là. Puis après, je vais vous parler des efficacités ou non des injections. Donc, le premier problème avec la théorie, c'est que l'état des structures, donc l'état, entre guillemets, de l'usure du genou dans la population d'arthrose au genou, elle est au mieux corrélée faiblement à la douleur. Ça veut dire qu'on a de la misère à établir le lien entre l'état de l'usure du genou et le niveau de douleur, le niveau d'incapacité ou le niveau de qualité de vie. Ça veut dire que si notre cible est de principalement améliorer la qualité de la structure, mais en ce moment, on a de la misère à prouver que la qualité de la structure est la meilleure cible d'intervention pour réellement aider les gens, diminuer leur douleur, améliorer leur qualité de vie. Donc, comme je disais, le PRP, ça semble effectivement améliorer la qualité des structures. Donc, chez les animaux, on a beaucoup d'études sur le sujet. Chez les humains, on a des études sur le sujet, mais ça ne semble pas être chez tout le monde. OK? Donc, il y a certaines personnes pour qui l'injection ne permet pas d'obtenir le changement au niveau de la structure. Donc, puis on doit garder en tête que c'est, entre guillemets, relativement récent, la littérature sur le PRP. OK? Même si ça fait au moins 10 ans et plus qu'on étudie ça. On n'a pas encore beaucoup d'études sur le sujet. Mais c'est ça, on n'est pas capable de démontrer que la qualité des structures doit s'améliorer pour que la douleur, la fonction et la qualité de vie s'améliorent. OK? Cliniquement, là, on le voit avec nos patients. Parce que j'ai énormément de patients, puis là, je vais parler au jeu, mais ça, c'est standardisé. Tous les physiothérapeutes au Québec vont vous dire la même chose. On a plein de patients qui nous consultent avec un état de leur genou X à un moment dans leur vie, avec un rayon X ou un IRM à l'appui, qui n'ont jamais reçu d'injection. Et à la suite de leur prise en charge en physiothérapie, ils ont atteint leurs objectifs, leurs symptômes sont résolus ou sous contrôle, sont retournés à leur niveau de fonctionnement. Mais si on repassait une imagerie, l'état du genou n'aurait pas changé dans la majorité des cas. OK? Il aurait pu changer dans certains cas, mais dans la majorité des gens, ça ne va pas changer. Donc, pour un même état de genou, le niveau de fonctionnement peut être extrêmement amélioré, le niveau de douleur peut être dramatiquement contrôlé, voire éliminé. Donc, ça challenge l'idée et la théorie qu'on doit améliorer la qualité des structures pour que les gens voient une amélioration au niveau de leur douleur, leur fonctionnement. Et au final, c'est ça qu'on veut. Les gens, entre guillemets, ça ne les intéresse pas d'avoir un genou moins usé, entre guillemets. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir moins mal, de faire leurs activités, de ne pas être limité, de ne pas souffrir, d'avoir une belle qualité de vie. Donc, si j'ai à faire choisir mon patient entre un genou usé sans problème de fonctionnement dans la vie ou un genou qui a un état plus beau, entre guillemets, à l'imagerie, mais avoir des douleurs et des limitations de fonction, bien, les gens vont toujours choisir la première catégorie. OK? Donc, déjà, au niveau plausibilité de la théorie, c'est pas top, mais ça demeure logique avec les études qu'on a.
j'ai comme l'impression que si on était des robots, tu sais, mécaniques, sans cerveau, où la douleur était purement toujours directement corrélée entre l'usure de la structure et le niveau de douleur, bien là, évidemment que le PRP, ce serait la panacée, OK? Car la structure serait parfaitement corrélée avec la douleur et d'intervenir sur la structure serait la meilleure intervention. Mais chez la majorité des gens, l'état des structures au niveau du genou, c'est un élément qui est minoritaire dans la raison d'avoir mal et dans l'impact sur les incapacités physiques. Donc, parlons maintenant du résumé de la littérature. Qu'est-ce que les données nous disent quant à l'efficacité? Donc, 3 points en résumé, comme j'ai fait tantôt, puis ensuite, je vais détailler certains points. Donc, en moyenne, OK, le PRP demeure le type d'injection qui a assurément le plus d'évidence de bonne qualité par rapport aux autres injections, par rapport à un réel effet démontré. OK? Donc, deuxième point, ça semble être l'injection pour l'arthrose du genou qui a le plus de chances de réellement avoir un effet plus qu'un placebo. OK? Donc là, je me fie à 6 méta-analyses sur le sujet qui ont été publiées entre 2021 et 2024, OK? Qui s'intéressaient à comprendre l'effet par rapport à l'effet placebo. Donc, par rapport à la cortisone, qui ne semblait pas réellement avoir une différence notable par rapport à l'injection placebo, le PRP semble l'avoir. Mais je vous dirais que ce n'est pas encore béton. OK? On réussit encore à avoir des études qui ont de la misère à battre l'effet placebo. Mais la somme des études pour le moment semble démontrer que c'est mieux qu'une injection placebo. Donc, ça demeure déjà intéressant. La première chose, quand on fait des études sur un médicament pour savoir si on va, disons, le démocratiser comme traitement, bien, c'est de savoir est-ce que de prendre le médicament est mieux que de prendre une pilule de sucre. Donc, c'est l'équivalent pour les injections. On va faire des injections placebo pour vérifier ça. Mais pour le moment, ce n'est pas béton. OK? Le troisième élément, c'est que la physiothérapie ou les exercices thérapeutiques demeurent supérieurs à l'injection de PRP. OK? Quand on compare dans les études, la physiothérapie, c'est meilleur, les exercices thérapeutiques, c'est meilleur. Donc, ça, c'est 3 points clés en ça. Maintenant, allons un peu plus dans le détail. Donc, que dit les guides de pratique de l'Association américaine des orthopédistes, AAOS? Donc, leur statement pour le moment, ou leur positionnement, leur position par rapport aux injections de PRP est la suivante. On a peut-être une diminution de douleur et une amélioration de la fonction chez les patients avec l'arthrose du genou. Mais la force des recommandations ici, elle est limitée. Ça veut dire qu'il y a des études conflictuelles sur le sujet. Donc, il y a des études qui disent que oui, des études qui disent que non. Ou quand on a des études qui disent que oui, la qualité des études, elle est à questionner. Donc, il y a trop de biais dans les études, par exemple. Okay? Ça veut dire que la science sur le sujet n'est pas encore très, très solide pour faire des recommandations fortes. La majorité des guides de pratique vont dire que si on est pour avoir un effet avec le PRP, c'est peut-être plus chez les gens qui ont de l'arthrose légère à modérée. Okay? Encore une fois, moi, je challenge l'idée par rapport au stade d'arthrose simplement parce qu'on a de la misère à corréler parfaitement, ou du moins de façon importante, l'état du genou au niveau de la structure et les symptômes. Mais ça demeure ce que les guides de pratique disent pour le moment, donc c'est quand même à considérer. OK? Ensuite, est-ce que l'injection de PRP est mieux que le placebo? OK? Donc, je vous ai dit que la somme des méta-analyses pour le moment semblait dire que oui, OK, même si ce n'est pas encore béton. Ceci dit, un des essais cliniques randomisés qu'on a sur le sujet, qui est le plus solide, l'étude en 2021 de Bennell, nous dit que ce n'est pas mieux qu'une injection placebo, donc une injection saline, d'eau saline qu'ils vont faire, pour la douleur et même pour la qualité des structures articulaires à 12 mois de suivi. Okay? Parce que ça, c'est important. On veut au moins des suivis, entre guillemets, un peu plus long terme. On veut des suivis plus qu'un mois ou 2 mois après l'injection. Donc, un suivi à 12 mois dans cette étude-là nous apprend que même la structure articulaire n'a pas changé versus l'injection saline.
OK? Mais ça, c'est un essai clinique randomisé. Donc, quand on veut des conclusions par rapport à ça, on regarde la somme. Mais je donne quand même tous les côtés à la médaille. La question qui est toujours la question d'actualité par rapport aux injections, qui est la plus intéressante, c'est la suivante. Moi, comme physio, on sait qu'en moyenne, pour l'arthrose du genou, le meilleur traitement, c'est une prise en charge en physiothérapie qui inclut plusieurs éléments. OK? Les habitudes de vie, l'activité physique, des exercices spécifiques, bref. La question est, si on ajoute l'injection de PRP à un programme de physiothérapie, est-ce que c'est mieux? Donc, on cherche à évaluer la plus-value du PRP par rapport à ce qui est actuellement considéré comme étant le gold standard dans la prise en charge d'arthrose au genou. OK? Donc, on a un essai clinique randomisé sur le sujet qui date de 2022, dont l'auteur principal a comme nom Argut, A-R-G-U-T. Et donc, eux, ils ont fait un suivi jusqu'à 2 ans. OK? Donc, de l'intervention, ce qui est extrêmement intéressant. Donc, premier groupe, physiothérapie. Deuxième groupe, physiothérapie. Et on donne aussi une injection de PRP pour voir si on a une plus-value. Et après 2 ans de suivi, on n'avait aucun bénéfice supplémentaire pour le groupe qui avait reçu un ajout de PRP. OK? Plus loin que ça, dans d'autres analyses un peu plus secondaires dans l'étude, ils ont démontré que les exercices seuls étaient supérieurs au PRP seul. Okay? D'où l'élément que j'ai mentionné dans les 3 points saillants avant de parler des détails des études. Donc, pour le moment, on n'est pas capable de dire que d'ajouter une injection de PRP va augmenter les chances de succès avec le programme en physiothérapie. OK? Et c'est souvent l'argument qui est utilisé pour proposer cette injection-là, c'est de dire, ben, si vous avez une injection de PRP et qu'en plus vous faites votre physio, ben là, vous avez vraiment beaucoup plus de chances de vous améliorer. OK? La science sur le sujet ne supporte pas ça pour le moment, en moyenne. Donc oui, il y a des gens pour qui ça fonctionne, évidemment, mais on parle de recommandations pour la moyenne des gens où on n'est pas rendu là. Dernier point, on a des méta-analyses qui ont comparé le PRP à la cortisone. OK? Donc, ce que je vais dire, ça se base sur 5 méta-analyses qui ont été publiées en 2021 et 2023. OK? La conclusion, elle est très claire. On a un avantage assuré du PRP par rapport à la cortisone sur le niveau de douleur, le niveau de fonction et la raideur du genou perçue par les patients à 3 mois, 6 mois et 9 mois quand on compare les groupes avec une injection reçue de PRP versus cortisone. OK? Et quand on regarde l'effet sur la capacité de retourner à l'activité physique, le suivi a été fait après 6 mois, mais on a encore une fois un avantage. OK? Donc, moi, ma conclusion, pour le moment, quand je regarde le PRP et la cortisone, c'est que quand on regarde la somme des données, c'est clair que le PRP a beaucoup plus de données pour supporter son potentiel. OK? Assurément, par rapport à la cortisone. Après ça, ce qui est difficile pour le moment à dire, c'est si réellement on a une plus-value par rapport à la prise en charge en physio ou par rapport à des exercices. Pour le moment, on n'est pas capable d'avancer ça. En fait, les exercices et la physiothérapie, pour le moment, sont mieux, OK, avec l'état des connaissances qu'on a actuellement. Et ça amène la réflexion suivante. Les injections de cortisone sont couvertes par la RAMQ, donc on a accès à ça gratuitement, alors que le PRP n'est pas couvert par la RAMQ. Donc, les gens doivent payer de leur poche le médicament pour ensuite aller se le faire injecter, par exemple, dans une clinique privée ou par le médecin de famille, peu importe. OK? Donc, ça remet encore une fois en question comment on organise nos décisions, à savoir qu'est-ce qu'on rembourse au Québec en soins de santé. Ben là, pour le moment, dans les 2 injections les plus populaires ou les plus fréquentes et les 2 injections avec le plus d'études sur le sujet, on rembourse une injection qui n'est pas solide scientifiquement par rapport à une autre injection qui a le potentiel d'avoir plus d'effets, même si l'effet, pour le moment, ne semble pas aussi solide que les bonnes recommandations comme un programme de réadaptation en physiothérapie ou des exercices, etc. Mais c'est quand même intéressant d'avoir cette réflexion-là que
même des fois le meilleur traitement disponible, puis là, sans dire que le PRP est le meilleur traitement disponible, c'est juste pour faire un comparatif. Des fois, on se prive de rembourser aux gens le meilleur traitement disponible, alors qu'on continue de payer des traitements qui ne semblent pas avoir d'effet intéressant. Mais ça peut être long à changer ces processus-là. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un survol de la science sur le sujet. Alors, troisième type d'injection, vous allez voir, ça va aller vite la suite parce que c'est pas des types d'injections qui sont extrêmement populaires, sauf peut-être la suivante, là, qui est la viscosuppléance. Donc, viscosuppléance. Qu'est-ce que c'est la viscosuppléance? Donc, en fait, c'est le fameux. Le produit le plus connu et injecté au Canada, c'est le Synvisc. OK? Donc, la viscosupplémentation, souvent avec l'acide hyaluronique, par exemple. Donc, bref, il y a plusieurs composés à cette viscosuppléance. Je ne suis pas un expert, OK? Mais je ne suis pas un expert du contenu, évidemment, mais moi, je vais juste vous résumer un peu la théorie puis l'état des connaissances. Donc, la théorie est la suivante, c'est que si on injecte ce type de produit-là, OK, appelons ça un peu comme les médecins vont souvent, ou les gens qui vont proposer ces injections-là vont souvent parler de lubrifiant, OK, pour l'articulation. Donc, versus le PRP qui va être plus vu comme un aspect de régénération. Là, la viscosuppléance, elle est vraiment mise de l'avant en parlant de lubrifiant pour l'articulation. Donc, la théorie, c'est que ça vise à restaurer les propriétés viscoélastiques du liquide synovial. Le liquide synovial, c'est le liquide qui est dans l'articulation, qui veut, disons, huiler la machine, s'assurer que ça bouge bien, que ça permette l'absorption des chocs. OK? Les composantes du produit, en fait, c'est que l'argument qui est principalement utilisé, OK, c'est que les composantes du médicament qui vont être injectées sont biologiquement semblables à un constituant de ce liquide synovial qui lui donne sa viscoélasticité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de façon simple? Le liquide qu'on a dans le genou, OK? Il y a des composantes de ce liquide-là qui permettent d'assurer la lubrification de l'articulation, de mettre de l'huile dans la machine, et qui permet d'agir comme un amortisseur de choc, OK? Et là, on dit qu'en présence d'arthrose, parce que la capacité de l'articulation à se lubrifier puis à amortir les chocs est diminuée, bien, on va injecter de façon artificielle cet ingrédient-là de notre liquide de genou qu'on a besoin en se disant que bien, si on injecte l'huile, entre guillemets, bien, on va avoir un genou plus huilé, entre guillemets. OK? C'est pas un argument en soi qui est complètement ridicule, OK? Mais au niveau de la plausibilité biologique, c'est vraiment à se questionner si ça fonctionne réellement comme ça. Donc, est-ce que c'est parce qu'on injecte le composé ou un des ingrédients d'un liquide articulaire que ça va avoir l'effet d'améliorer la qualité du liquide articulaire? On a de la misère à dire ça pour le moment, OK? Donc, ce n'est pas parce qu'on ajoute le liquide qui va faire lubrifier que le résultat sera une lubrification. OK? Donc, il y a plusieurs éléments à valider si on veut s'assurer que ça fonctionne réellement comme ça. Donc, ce n'est pas un argument solide en soi, c'est un peu un argument fallacieux, un peu comme, tu sais, des fois, on pourrait avoir l'équivalent avec la supplémentation de collagène, par exemple, où on dit, ben, on pourrait prendre du collagène par la bouche, puis ben, le collagène va se rendre jusqu'à notre genou, puis ça va créer du collagène dans l'articulation, puis aider pour l'arthrose. Ben, la première question, c'est, le collagène se rend-il vraiment jusqu'au genou? OK? Donc, quand on parle de plausibilité biologique, c'est la théorie par laquelle le médicament est censé aider. Est-ce que c'est réellement possible et est-ce que ça se passe réellement comme ça dans le corps humain? Donc, bref. Saviez-vous, par contre, ce qui fait ce mécanisme-là de lubrification du genou encore mieux avec un niveau de preuve hors de tout doute qui est démontré? C'est l'activité physique progressive, surtout d'intensité modérée et élevée. Donc, par exemple, la course à pied, OK, c'est une activité physique à impact modéré et élevé qui est clairement démontrée hors de tout doute, qui permet d'améliorer ce mécanisme-là de lubrification et même d'amortisseur de choc. OK? Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Mais l'activité physique, qui est gratuite, accessible à la majorité des gens, même si là, l'autre côté de la médaille, c'est que les gens vont dire oui, mais pendant qu'on est en douleur, on a de la misère à pratiquer l'activité physique. Et oui, absolument. Mais c'est là où le rôle des physiothérapeutes, qui sont des experts de l'adaptation de l'activité physique, vont vous permettre d'être accompagnés
pour vous amener un plan progressif d'activité physique pour ramener la tolérance de l'articulation. OK? Et ça demeure le traitement qui est le mieux démontré scientifiquement, qui ne nécessite pas d'aiguille, qui est gratuit, accessible, mais ça demeure difficile, dans le sens qu'il y a un effort qui est beaucoup plus demandant pour réussir à se sortir de ça par l'activité physique. Donc, c'est sûr que ce serait vraiment le fun si une injection pouvait avoir le même impact. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce que disent les études? Donc, je vais simplement vous parler de la méta-analyse la plus grande sur le sujet, qui est l'étude de Pereira en 2022, donc presque 9000 patients dans cette méta-analyse-là. Et elle compare un groupe avec une injection placebo versus un groupe avec une réelle injection de viscosuppléance. Alors, conclusion, aucun effet clinique important sur la douleur. Plus de complications chez les gens qui ont reçu l'injection du médicament que chez l'injection placebo. Et le niveau d'évidence de cette méta-analyse est élevé. OK? Ça veut dire que la solidité des études qui ont été faites sur le sujet pour le moment est extrêmement rigoureuse. Donc, la qualité des études est bonne et on a beaucoup d'études sur le sujet. OK? Donc, à ce stade-ci, quand on a une méta-analyse comme ça qui date de 2022, ça va prendre beaucoup de sciences contraires pour changer l'opinion scientifique sur le sujet en ce moment, OK? Ou pour changer les conclusions. Donc, pour le moment, là, c'est vraiment clair que l'effet moyen perçu des gens qui reçoivent une injection de viscosuppléance, c'est un effet qui est placebo, OK? C'est l'état des connaissances actuelles. Autre élément intéressant, une autre méta-analyse en 2022 de Miller avance que les anti-inflammatoires oraux, donc qu'on prend comme le Advil par exemple, quand on a des suivis dans les études entre 5 et 26 semaines, on voit que c'est aussi bon que les injections de viscosuppléance. OK? Donc, la classique médication habituelle que les gens peuvent utiliser en pharmacie, ça, c'est aussi bon que les gens qui reçoivent de la viscosuppléance. Donc, ça remet vraiment en perspective le faible niveau d'impact réel que ce type d'injection a en réalité pour le moment quand on regarde la littérature. Et je dis pour le moment parce que oui, toute chose pourrait être amenée à changer, mais on s'entend qu'à ce stade-ci, avec la solidité des preuves, ça va prendre des choses énormes en sens contraire pour renverser la tendance. Maintenant, deux derniers types d'injections. Donc, peut-être un peu moins connu, mais la prolothérapie. Donc, prolothérapie, qui est des fois connue sous le terme de thérapie de prolifération, c'est un traitement qui est utilisé pour stimuler la guérison des conditions musculo-squelettiques. Donc, ça implique d'injecter une solution qui est irritante, souvent qui va contenir du dextrose, donc qui est un type de sucre, dans la région affectée. Et le but, c'est de créer une réaction inflammatoire petite pour favoriser une nouvelle guérison et solidifier l'articulation ou la région. OK? Donc, je ne suis vraiment pas un expert de ce type de fonctionnement-là. OK? Je me fie à, mettons, comment les gens résument ça dans la littérature, ce que c'est. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'état des connaissances. Donc, aucune efficacité clinique démontrée pour le sujet. OK? Les effets cliniques pour le moment sont incertains. Je me base sur 5 méta-analyses qui sont lues entre 2016 et 2024. Et toutes les méta-analyses révèlent un haut niveau de biais dans les études sur le sujet. OK? Donc, pour le moment, on n'a vraiment pas de science solide là-dessus. Et la science nous dit pour le moment que c'est pas efficace. Voilà. Dernier type d'injection, les cellules souches. OK? Donc, la théorie derrière l'injection de cellules souches, c'est qu'on pourrait avoir un effet régénératif, encore une fois, des tissus qui sont endommagés, donc surtout le cartilage articulaire, et qu'on pourrait améliorer la qualité des tissus pour améliorer les symptômes. Donc, évidemment, vous voyez que je vais ramener la même théorie, en fait, on va la ramener à l'idée que l'état des structures est faiblement corrélé à la douleur, le niveau de fonctionnement. Donc, encore une fois, c'est le plus gros bémol de la théorie par laquelle ces cellules-là pourraient être efficaces. Donc, je vais me fier, pour vous répondre, à la plus récente revue sur le sujet
qui vient de paraître début avril 2025. OK, donc j'ai menti en introduction. Je n'ai pas pu m'empêcher de compléter la recherche et de voir si certaines études en 2025 étaient sorties, entre autres pour les cellules souches. Donc, c'est une revue Cochrane. Donc, Cochrane, je vous disais, c'est un des groupes les plus rigoureux pour nous offrir de grandes conclusions avec l'ensemble de la littérature scientifique. Donc, c'est une étude menée par l'auteur Whittle en 2025. La conclusion des auteurs, c'est que ça pourrait peut-être améliorer la douleur et la fonction. OK? On a un effet incertain sur la qualité de vie, puis c'est incertain le pourcentage de gens qui disent réellement avoir perçu un succès. OK? Et les évidences sont vraiment de faible certitude. Donc, on n'a pas de la bonne science sur le sujet. Quand on compare à l'effet réel versus l'effet placebo, l'effet réel serait 1,2 sur 10 en termes de diminution de douleur de mieux que le placebo quand on fait une mesure après 6 mois. OK? Donc, ça, quand on regarde ça, on se dit, ah, ben, coudonc, il y a un effet réel, même si ce n'est pas un effet clinique. Mais quand on va regarder l'étude en soi, il faut toujours regarder ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc, l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est que la moyenne nous disait que ça diminue la douleur de 1,2, mais ça allait de combien à combien? Et on voit que dans l'intervalle de confiance, ça allait de 0 à 2,5. Donc, en moyenne, les gens avaient une amélioration de la douleur de 0 sur 10 jusqu'à 2,5 sur 10, mais en moyenne, c'était 1,2. Quand l'intervalle de confiance inclut le 0, on doit conclure que ce n'est pas significatif. OK? Donc, normalement, la conclusion, en fait, devrait être que ça n'a pas d'effet démontré par rapport à l'effet placebo. OK? Mais ça veut dire qu'il y a une tendance. OK? C'est pour ça que dans leur conclusion, ça disait pourrait. OK? Parce qu'on voit qu'on n'est vraiment pas loin d'être en haut de 0 dans l'intervalle de confiance. Et là, je ne veux pas vous ennuyer avec des domaines, avec des notions statistiques, mais c'est quand même intéressant juste pour comprendre comment on peut interpréter ça. Et ça amène, ça rajoute l'importance de vraiment lire les articles versus de lire seulement les résumés des articles pour comprendre le réel impact ou le réel données des résultats. À propos des risques rapportés, donc incertitude à propos des risques, donc c'est incertain les risques. La procédure pour préparer la substance de cellules souches infiltrées était très variée, donc on n'a pas une standardisation. Et surtout, dans les études, c'est mal documenté les effets secondaires et les effets indésirables. Okay? Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour le moment. Donc, en conclusion, ce n'est pas la panacée non plus. En conclusion, OK, je vous parle d'une méta-analyse. En fait, c'est une méga méta-analyse, OK, de toutes les interventions pharmacologiques pour l'arthrose du genou. OK, donc ils ont inclus 47 études, 22 000 patients, avec tous des suivis sur au moins 12 mois. OK? Et leur objectif, c'était d'évaluer tous les médicaments, tous les types d'injections qui ont déjà été évalués dans des études cliniques randomisées par rapport à l'effet sur l'arthrose du genou. Et la conclusion, c'est qu'on a une incertitude sur l'effet de traitement sur la douleur par rapport à l'effet placebo quand on fait des suivis à au moins 1 an. Ça veut dire que si on a une question aussi simple que est-ce que la médication est mieux qu'un effet placebo pour améliorer la douleur chez les patients qui ont une arthrose du genou quand on fait un suivi au moins pendant 1 an? La réponse, c'est non. Ou en fait, la réponse, c'est que c'est incertain de savoir si toute médication confondue, c'est mieux qu'un effet placebo. Donc, moi, je trouve que ça en dit long sur le rôle de la médication au sens large dans la gestion des symptômes liés à l'arthrose. OK? La médication est utile pour traverser des épisodes douloureux, pour traverser un épisode aigu hors de contrôle. OK? Mais en moyenne, on n'est assurément pas dans du traitement. On est dans de la gestion de symptômes. On n'intervient pas sur les causes du problème et on n'intervient surtout pas dans la prévention à long terme via des interventions qui ont réellement un impact démontré à long terme. Donc, maintenant, quand est-ce que c'est indiqué alors, des injections? Est-ce que ça a sa place? C'est sûr que ça a sa place. On ne peut pas mettre tout, on ne balance pas tout par la fenêtre. Je vais parler principalement de la cortisone puis du PRP, OK, parce que c'est là où on a le plus de données, puis
En fait, c'est les deux qui ont un potentiel effet réel, OK? Même si c'est léger, par exemple avec la cortisone, c'est les deux qui ont un potentiel effet réel. Donc, je vais vous parler pour moi peut-être 3-4 situations où ça peut être réellement indiqué. Donc, la première indication, c'est une absence de toute amélioration pendant 6 à 12 mois avec un plan de match individualisé, rigoureux en physiothérapie, OK, avec une assiduité exemplaire qui inclut dans le programme plein de choses comme l'éducation, l'encadrement des activités, dans le retour, augmentation progressive des activités douloureuses, programme d'exercice selon les déficits identifiés par le physiothérapeute, de la thérapie manuelle si on veut diminuer la douleur puis que le patient, on pense qu'il peut en bénéficier pour gagner en mobilité, accélérer le retour à la fonction, par exemple, OK, qui sont des interventions à faible coût. Donc ça, si on a un scénario comme ça, donc autrement dit, là, on est allé vraiment consulter avec un bon programme de physiothérapie, on était bien encadré, on a été assidu, puis en 6 à 12 mois, là, on n'est même pas capable de mesurer un progrès réel, bien là, ça se peut qu'on ait besoin d'un coup de pouce, puis peut-être que ça, c'est une indication. OK? Deuxième condition, quelqu'un qui aurait un âge très, très, très avancé, qui refuserait catégoriquement de tout faire ce qui semblerait être le mieux en termes de traitement, en expliquant les risques-bénéfices avec un consentement libre et éclairé, si ça soulage réellement le patient, selon lui, pour plusieurs mois et qu'on a discuté de ces risques-bénéfices-là, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Okay? La notion de consentement éclairé s'applique. Mais il faut que ce soit clair que les gens se privent potentiellement d'un meilleur traitement, OK, ou de meilleures interventions. La troisième indication, c'est qu'on a des données qui nous disent que quand on est rendu à vraiment dire, là, vraiment, là, ça va prendre une chirurgie de remplacement de genou, une prothèse, mais si on sait qu'on est rendu là, on sait que de recevoir des injections de cortisone, par exemple, ou de PRP, je ne suis pas sûr le PRP si on a les études là-dessus, mais ça repousse le moment où on a besoin de la chirurgie. OK? Donc, on pourrait retarder la chirurgie et on sait que les prothèses de genoux ont une durée de vie. Donc, ça peut être intéressant. Les chirurgiens vont souvent recommander de repousser ça le plus tard possible. Donc, ça pourrait être un contexte. OK? Puis peut-être une dernière situation, si on a un épisode de douleur qui est complètement incontrôlable, même si on a appliqué les bons conseils, même si on a utilisé de la médication un peu plus conservatrice, bien, peut-être qu'on pourrait considérer ça comme pour créer une fenêtre thérapeutique, OK, puis favoriser la personne de pouvoir réellement s'impliquer dans un plan de match adéquat. C'est de l'incertitude rendu là, ça demeure un jugement clinique, mais il faut que ce soit assurément avec un consentement éclairé de nos patients. Dans tous les cas, peu importe la situation, la recommandation de choix, elle est assurément que si on est pour proposer une injection, il faut que ça vienne avec de l'éducation par rapport à l'effet réel et l'effet attendu. Il faut que ce soit par rapport à favoriser quelqu'un à retourner à l'activité physique. On veut vouloir dire maintenant que vous avez une injection, là, vous allez avoir un programme d'exercice. Là, vous devriez vous impliquer dans vos sports progressivement. Tu sais, ça ne devrait pas être utilisé en monothérapie. Okay? Puis je pense que la majorité des gens qui vont recommander des injections, j'ose espérer que c'est la façon qui va être faite. Parce que je sais, puis je comprends le milieu médical. Les médecins veulent aider. L'accès à la physiothérapie est sous-optimal. On est principalement au privé. Mais avant tout, on veut quand même pas nuire aux patients. Donc, même quand le meilleur traitement disponible, l'accès pourrait être difficile ou il y aurait des barrières financières, est-ce qu'on va réellement se contenter d'un traitement qui a potentiellement plus de risques que de bénéfices? Okay? Donc, des fois, je me questionne si de ne rien faire ou simplement d'outiller le patient avec de l'éducation, des ressources, des balados, de la lecture, des blogs pour que les gens puissent bâtir et développer de l'auto-efficacité pour eux-mêmes se prendre en charge, ça pourrait être mieux des fois. Mais je comprends que dans certains contextes, on recommande les injections quand même. Et je sais que des fois, les médecins qui injectent se centrent entre l'arbre et l'écosse par rapport à ça. Et ça demeure qu'au final, la majorité des gens sont là pour offrir des soins, pour vouloir aider les gens. Donc ça, je comprends tout à fait ça. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on fait pour l'arthrose si on ne fait pas des injections comme étant... Si l'injection n'est pas... ou si les injections ne sont pas les meilleures solutions, qu'est-ce qu'on fait pour l'arthrose? Bien, c'est sûr qu'idéalement, c'est le mois de la physiothérapie, je suis physiothérapeute, les données scientifiques nous disent que ce qu'on
fait comme proposition de plan de traitement en physiothérapie, ça demeure ce qui est le plus solide scientifiquement pour la gestion des symptômes de l'arthrose du genou. C'est sûr que moi, ma recommandation, c'est de consulter en physiothérapie pour un plan de traitement qui est individualisé. OK? En général, ça inclut quoi? Ça inclut de l'éducation, ça inclut d'avoir un guide pour un retour à l'activité physique et de viser éventuellement de l'activité physique modérée à élevée. On a encore plus de bénéfices. OK? Par exemple, la course à pied. Même si je sais qu'on entretient le mythe que la course, ça use les genoux, je vous réfère à l'épisode 52, je crois, avec Jean-François Escuyer sur les blessures en course à pied, où on détaille la science qui démentit cette idée que la course cause l'arthrose. Je vous suggère aussi une auto-évaluation des potentiels facteurs psychosociaux que vous avez en lien avec votre douleur. OK? Donc, est-ce que vous avez des croyances limitantes qui vous amènent à avoir des pensées ruminantes, à vous projeter dans le futur de façon négative, à avoir des pensées catastrophiques par rapport à la douleur? Avez-vous principalement des comportements de peur et d'évitement en lien avec la douleur versus une approche de vous exposer progressivement et d'affronter vos peurs? Parce que si vous avez cette composante-là, le plan de traitement, le meilleur plan de traitement disponible pour vous doit être dramatiquement différent que simplement un programme d'exercice où on vise à rétablir de la mobilité, de l'endurance, du contrôle, de la force, etc. OK? Il y a d'autres éléments qui doivent être ajoutés à votre plan de traitement, OK, pour que vous puissiez bénéficier d'une évolution favorable. Ensuite, ça prend un programme d'exercice. Après ça, le type d'exercice, on peut débattre longtemps, OK? Mais assurément des exercices dans la catégorie qui peuvent améliorer la mobilité, qui peuvent améliorer votre façon de bouger, votre contrôle, l'endurance, potentiellement la force, OK? Il doit avoir un principe de progressivité. Donc, vous devez voir que le plan de match de votre physiothérapeute vous amène à progressivement en faire plus, à identifier des activités qui sont significatives, puis que le but, c'est de s'impliquer dans un retour à ces activités-là. OK? Et mon slogan pour la rééducation de toute douleur musculo-squelettique, quand on a été habitué à avoir un mode un mode de fonctionnement qui est plus basé sur la peur et l'évitement, OK? Et qu'on sait qu'on doit progressivement faire de l'exposition, en anglais, on dit The doing is the fixing. Donc, faire les choses, c'est ça le traitement. Donc, on ne doit pas attendre d'être guéri pour pouvoir reprendre nos marches. De progressivement reprendre nos marches avec certaines modifications, avec de l'encadrement, avec des exercices associés, c'est ce qui va faire en sorte que la marche va redevenir correcte. OK? Donc, plus on attend d'être parfait pour refaire nos choses, plus on se prive de plus vite être capable de reprendre une fraction de l'activité. Puis quand on récupère une fraction de l'activité, ensuite on progresse, puis la fraction augmente de plus en plus grande. OK? Donc, notre approche doit être vraiment d'accepter que les choses ne seront pas parfaites, mais que progressivement, on s'implique quand même dans l'activité en sachant que le bénéfice sur le long terme va être beaucoup supérieur. Je conclus en disant que de tout ce que je connais dans la littérature scientifique sur les douleurs musculo-squelettiques, de mon expérience clinique, des formations reçues, des cours que j'enseigne, à ce jour, dans l'ensemble des conditions de douleur musculo-squelettique, qui est mon expertise, qui est ce que je vois en clinique, il y a une seule condition ou pathologie où l'injection de cortisone ou une injection en soi demeure le meilleur traitement disponible hors de tout doute, et c'est la capsulite à l'épaule. OK? Je vous réfère à un épisode précédent avec Marjorie Gingras sur la capsulite à l'épaule. OK? Mais tout ça pour dire que dans tout ce que je traite en clinique, il y a une seule condition musculo-squelettique où la science elle est extrêmement claire qui nous dit que l'injection est vraiment la meilleure solution possible. C'est la capsulite. Donc, ça en dit long sur le rôle que les injections doivent jouer dans la somme de ce qui doit être fait pour qu'une douleur soit mieux. Donc, les injections peuvent avoir un rôle, elles ont un rôle à jouer, mais il faut vraiment remettre en contexte c'est quoi le rôle. Il faut parler des attentes face à l'injection. Il faut parler d'attentes réalistes. Et si on est pour faire une injection, on doit le faire avec un consentement qui est libre, qui est éclairé, et surtout en combinaison avec autre chose, en éduquant le patient à savoir c'est quoi la suite des choses.
Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon mois de la physiothérapie et au plaisir de se reparler.